tout autant. Les attentes les plus fortes sont certainement celles des familles concernées, et ça a été dit, rien pour elles sans elles, et nous tenions absolument à ouvrir la journée en donnant la parole aux personnes concernées. Donc je vais inviter à me rejoindre sur le plateau Madame Diarra et Madame Gosset-Carbone. Et le temps qu'elles nous rejoignent, on va vous proposer quelques témoignages vidéo. La première d'entre elles est une vidéo d'animation qui a été élaborée par une personne diagnostiquée TSA. Merci pour elle. Il y a des messages qui peuvent se passer de mots. Voilà. Donc finalement, à quoi ça sert un diag? Alors il y a des réponses déjà très claires qui nous ont été données par Sandrine Saunier et Agnès Gerbeau, mais pour autant, on voulait vraiment donc que ce soit les personnes directement concernées qui puissent nous en parler. Madame Diarra, vous êtes maman. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je suis la maman de Samba, qui est un adolescent qui a 17 ans maintenant. Du coup, je vais vous partager mon expérience par rapport à son diagnostic. Donc, mon fils a eu la chance d'être suivi par le CMP de Vendeuvre dès ses 2 ans et demi, en 2009. Aussi, comme les professionnels de ce CMP étaient formés à l'autisme et certains d'entre eux intervenaient aussi au CRA de l'AXOU, cela a permis à Samba de bénéficier d'un suivi et d'un diagnostic précoce. Avant le diagnostic, qu'est-ce que je peux vous dire de Samba? Alors, il était un bébé calme et agréable. C'est mon enfant unique. Je n'avais pas remarqué de choses alarmantes sur son développement jusqu'à l'entrée en maternelle à 2 ans et 3 mois. À la suite de questionnements sur son développement par la maîtresse en maternelle et le fait qu'elle trouvait Samba dans son monde ou dans sa bulle, j'ai décidé de me rapprocher du CMP de Vendeuvre afin de savoir s'il y avait un problème de développement chez mon enfant. Le diagnostic a ainsi été posé en octobre 2010, soit aux 3 ans et 7 mois de Samba et après un suivi d'1 an au CMP de Vendeuvre. Alors, quelle était ma réaction par rapport à ce diagnostic? L'annonce du diagnostic ne m'a pas fait l'effet d'une bombe. J'étais soulagée de savoir enfin ce qu'avait mon enfant.
aussi de nature combative et résiliente, je me suis dit que je vais tout faire pour l'aider au mieux. Dans cette optique, la manière bienveillante dont l'équipe du CMP me l'a annoncé m'a aussi rassurée avec la présentation des prises en charge pour Samba et un accompagnement pour moi pour les différentes démarches à effectuer avec la MDPH par exemple. Je ne me suis pas sentie seule ou isolée face au handicap de mon enfant. Ce que ce diagnostic a changé. Le diagnostic a permis à Samba d'avoir un suivi plus spécifique au CMP et au niveau scolaire de bénéficier d'un accompagnement en maternelle, ce qui n'était pas le cas auparavant. Dans le même ordre d'idée, le diagnostic a permis à ce que l'école ait un autre regard sur Samba et sur ses besoins et particularités. Par exemple, à la cantine et durant le temps périscolaire avec les ASTEM, sur son hypersélectivité lors des repas, le besoin de pause régulière et la nécessité de le laisser faire une vraie pause sensorielle et de ne pas le sursolliciter dans les moments-là. Par rapport à la maîtresse de maternelle, le diagnostic a permis qu'elle comprenne mieux le fonctionnement de Samba, le besoin d'adaptation et de visuels pour Samba grâce au conseil du CMP de Vendeuvre. À mon niveau, cela m'a permis de savoir concrètement ce qu'avait mon enfant, comme je viens de le dire, et donc de mieux l'aider au quotidien grâce à des formations et à l'accompagnement des professionnels du CMP. En effet, le diagnostic et mieux comprendre les TSA m'ont permis de mieux gérer la différence de Samba au quotidien. Par exemple, j'ai très vite mis en place des emplois du temps à la maison, ainsi que l'utilisation de pictogrammes pour développer la communication et mieux aider Samba. Pour gérer ces écolalis, j'ai mis en place des contrats où Samba pouvait me poser des questions sur un thème donné tant de fois dans la journée, parce que sinon ça pouvait être des questions toute la journée. J'ai compris que l'utilisation de visuels et de l'écrit faisait baisser son anxiété. Aussi, le fait que Samba ait été diagnostiqué tôt a permis de pouvoir mettre en place des accompagnements à la maison et au centre aéré financés par la MDPH. C'est ainsi que j'ai pu bénéficier de l'AAH avec ses compléments dans un premier temps, puis de la PCH dans un second temps. J'ai pu aussi bénéficier d'un service d'aide à domicile ADMR Garde et d'une personne spécifique pour le périscolaire et la cantine. Pour le centre aéré, j'ai pu bénéficier de l'accompagnement des Francas. Les Francas sont une association qui promeut l'inclusion et qui met en lien les familles des jeunes en situation de handicap avec des centres de loisirs pour les prises en charge des jeunes pendant les vacances scolaires en les aidant dans les formalités avec la MDPH. Toutes ces aides m'ont permis de pouvoir mener à bien ma carrière professionnelle et de travailler en plein temps. En effet, étant une mère seule et n'ayant pas de famille proche à Nancy, ces prises en charge m'ont beaucoup aidée et sans le diagnostic précoce, ces accompagnements n'auraient pas pu être mis en place via le concours de la MDPH. En outre, le diagnostic m'a permis aussi de pouvoir entamer les démarches pour un suivi plus global. C'est ainsi que j'ai déposé, dans l'année qui a suivi le diagnostic, une demande MDPH pour un suivi par le CESAD Autisme. Comme il y avait à l'époque 2 à 3 ans d'attente pour qu'un jeune puisse intégrer le CESAD, le diagnostic précoce m'a permis de gagner du temps. C'est ainsi que Samba a pu intégrer le CESAD Autisme en juin 2013. Vu que Samba était suivi par les professionnels du CMP de Vendeuvre et qui connaissaient bien l'autisme, la passation avec le CESAD Autisme s'est faite d'une manière fluide et optimale. Aussi, Samba a bénéficié d'une expertise et d'un suivi de SACAD Canada en 2019. Le diagnostic précoce, du fait des éléments qu'il apporte dès le jeune âge de Samba, a ainsi aidé l'équipe de Brigitte Harrison et de Lise Saint-Charles à mieux cerner le profil de Samba et à nous aiguiller l'équipe de CESAD et moi-même sur les pistes de travail avec Samba. Par ailleurs, et en toute modestie, j'ai pu être, en comprenant mieux mon fils et les TSA, être aidante pour d'autres parents. Ainsi, je suis intervenue sur le café des parents d'autisme au CMP de Vendeuvre, sur la partie accompagnement, aide et réseau existant pour les enfants TSA, et pour la formation d'aide aux aidants du CERA pendant plusieurs années. J'ai essayé à ce que mon témoignage et mon expérience en tant que parent soient porteurs pour les autres parents, pour les aider et leur donner de l'espoir. Qu'est-ce que je peux vous dire en conclusion? Que ce diagnostic précoce a permis à Samba de bien progresser à mon sens. Aujourd'hui, Samba a gagné en autonomie.
Il sait prendre le bus. Il n'a presque plus de comportement problème et s'épanouit. Il est au lycée et effectue une formation en cuisine-pâtisserie. Même s'il subsiste encore des combats à mener dans son projet de vie et son suivi, je suis convaincue que sans ce diagnostic précoce et les suivis précoces dont il a bénéficié, il n'en serait pas à ce stade. Je sais que sur ce point, les circonstances de la vie, en nous faisant rencontrer les professionnels du CMP de Vendeuvre, nous ont aidés dans le diagnostic et la prise en charge de son autisme et dans mon équilibre de vie professionnelle et privée. Et je sais que ce n'est pas le cas présentement de beaucoup de familles par rapport au diagnostic précoce. Aussi, élever un enfant autiste est un combat de tous les jours. Avoir le diagnostic précoce est, à mon sens, la première phase du combat. Et dans mon militantisme, je suis convaincue que vous, professionnels, êtes les flèches aux arcs des parents afin d'arriver à une école et une société plus inclusive et plus bienveillante. Aussi, je profite de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour encore remercier toute l'équipe du CMP de Vendeuvre et du CERA de Laxou pour leur accompagnement et leur bienveillance lors du diagnostic d'autisme de mon fils. Cela m'a aidé à tenir bon, à me battre, à progresser et à grandir avec ce fils extraordinaire. Je vous remercie tous pour votre attention. Un immense merci pour votre témoignage. On continue avec un autre témoignage vidéo, celui de Monsieur Jacob. Oui, ça c'est bon. Ok, donc je vous laisse vous présenter. Donc bonjour, je suis Francis, j'ai 63 ans, donc je suis plus de toute première jeunesse. Donc j'ai été diagnostiqué pour mon autisme aux environs de 60 ans, je devais avoir 59 ou 60 ans. C'est à ce moment-là que la démarche s'est effectivement réalisée dans mon cas. Et dans quel contexte ? Alors le contexte est un peu particulier, c'est-à-dire que j'ai toujours été, depuis assez longtemps, et ma mère s'en préoccupait parfois un petit peu, dans une forme de marginalité, donc de solitude, et en même temps, je m'occupais beaucoup avec diverses activités qui étaient très très prenantes et qui m'intéressaient beaucoup, qui ont fait que pendant longtemps, je ne me suis pas vraiment préoccupé directement de cette marginalité ou de cette différence par rapport au fonctionnement des autres personnes. En plus, j'en avais pas vraiment besoin tout en ayant besoin. C'est-à-dire, je me rendais compte que j'étais différent, mais tant pis, c'était comme ça. Moi, j'étais normal et les autres étaient un peu bizarres. On va dire ça comme ça. Et puis, j'ai eu, suite les périodes Covid, etc., j'ai eu des transformations importantes dans mon temps, dans l'occupation de mon temps. J'ai dû arrêter des activités qui étaient des activités qui me prenaient beaucoup, pratiquement tous les week-ends, de tout le temps, par exemple, à temps plein. Et puis, j'ai aussi changé dans la profession, j'ai évolué dans la profession. Je suis donc plutôt informaticien, on va dire, de pratique. Et je suis plus en interaction avec plus de monde, puisque je dirige une entreprise. Et donc, plusieurs fois, on m'a fait remarquer, au cours de ma profession, une différence qu'on n'a pas expliquée. Il y avait des psychologues du travail qui disaient à mes collègues « Ah, mais vous ne pouvez pas le suivre », et qui me disaient « Vous savez, les gens ne peuvent pas vous suivre ». Il y a quand même quelque chose qui était un peu ancré et qui s'est donc développé. Et peut-être aussi, l'âge un peu venant, il faut quand même constater que je n'ai pas une vie identique à la majorité de ce que je peux constater autour de moi. Que lorsque je rencontre du monde, je n'ai pas la même facilité ou la même façon d'interagir. Et un beau jour, il y a un collègue de travail sur une question toute bête où je lui ai raconté quelque chose de mémoire qui me dit « Mais c'est pas possible, t'es autiste ». Voilà. Donc tout cet ensemble m'a amené quand même à me poser cette question. Et c'est pas possible, qu'est-ce que je suis vraiment, mais c'est pas possible. Donc je suis rentré dans un questionnement
puis ensuite une démarche tendant à qualifier si véritablement il y avait une différence réelle, si c'était ou si c'était juste une vie qui est différente des autres. Donc j'ai rencontré différents cabinets de psychothérapeutes, je pense qu'on peut dire ça comme ça, qui ont provoqué ou qui ont fait fonctionner tout un mécanisme à la fois de classification, de tests, de positionnement par rapport aux autres, d'explication. Et puis, il y a eu une première orientation qui était une tendance, ce qu'on dit HPI, avec de l'autisme. Alors, j'ai passé la VICE 4, je crois, qui en fait a révélé une grande hétérogénéité dans mon mode de fonctionnement, avec des zones moyennes et des zones très très fortes. L'intelligence verbale était extrêmement très forte. Et pardon, au niveau des autres tests, vous avez fait donc une VICE et après, est-ce qu'il y a eu des entretiens, des choses Oui. plus typiques de l'autisme? Oui, c'est-à-dire qu'on m'a fait faire un test, je crois, AQ-EQ, qui était typiquement autiste. Ça, c'est clair. Alors, la personne qui est en face de vous, après toute cette démarche, vous dit que vous avez un fonctionnement un peu atypique quand même dans ce qu'elle a pu constater. Et elle oriente vers l'autisme, mais elle n'en avait pas la compétence. Mais ça fait quand même un peu une interrogation parce que franchement, on ne sait pas trop ce que c'est l'autisme. L'autisme, on entend parler Asperger, machin, etc. Mais on ne sait pas trop ce que ça peut cacher ou ce que ça peut représenter. Et puis bon, voilà. Du coup, j'ai poursuivi. Donc je me suis dit, il faut savoir. Je veux savoir ce que ça veut dire. Et en quoi ça impacte ma vie. Donc j'ai poursuivi avec un cabinet spécialisé dans l'autisme, contact avec le CRA. Et donc effectivement, après les tests traditionnels, qui sont l'ADI et la DOS, l'ADI a été compliqué parce que ça n'a pu être fait qu'avec ma sœur, mes parents étant très très âgés, c'était pas possible. Mais finalement, il n'y a pas de doute. Enfin, les gens qui ont établi le diagnostic n'ont pas de doute. Quand on lit le compte-rendu, je suis autiste. Alors, il faut le digérer, mais en même temps, ça m'a permis beaucoup de choses. Ça m'a permis d'engager la démarche avec le CRA, qui me démaquille. Ça m'a beaucoup démaquillé sur mes fonctionnements et parfois des fonctionnements profonds. C'est vrai que par exemple, il y a parfois des moments un petit peu de colère exagérée. Enfin, il y a des événements, on se rend compte que dans sa vie, il y a des choses qui ne sont pas logiques, enfin, c'est pas normal. Il y a des choses que les autres n'ont pas l'air de faire. Et ça donc permet de mieux se maîtriser, de mieux se contrôler, ça permet de faire des efforts. Et je vais vous avouer très curieusement, ça m'a donné une identité. Ça m'a permis de me démaquiller ce mode de fonctionnement, de mieux comprendre, presque d'avoir une tolérance, peut-être pas vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis des autres. C'est-à-dire, ok, bon, c'est normal, ils font leurs choses à leur façon, moi je fais les miennes à ma façon, ça dérange personne. Ok, c'est bien comme ça, et je suis comme ça. C'est un mode de fonctionnement qui m'explique et qui me permet aussi d'être plus conscient de la façon dont je dois faire un peu de mimétisme ou de la façon dont je dois m'être en accord ou pas, à quel moment je me retire, à quel moment je peux interagir avec les autres personnes. Donc j'ai pris aussi la décision de ne pas le cacher. Et voilà, c'est donc toute une démarche assez longue. D'une part, une démarche de démaquillage de ce qu'est l'autisme, l'acceptation du diagnostic et le fait qu'au fond, c'est une forme d'identité dans mon cas qui me permet à la fois de m'expliquer, de me rassurer et de me donner un cadre, voilà, une acceptation. Voilà comment je peux poser vraiment les choses. Donc au fond, c'était important. Je regrette profondément que ça n'ait pas pu être fait plus tôt. Ça, je crois que on peut toujours avoir des regrets de ce qu'on n'a pas fait, mal fait, etc., etc. C'est évident. Mais je pense que ça aurait été bon pour moi, ça aurait été plus simple, et peut-être même ça m'aurait permis de mieux orienter ma vie plutôt que de la subir. Parce que j'ai subi un mode de fonctionnement sans le comprendre. Voilà,
si on veut résumer vraiment ce que l'autisme. Merci pour lui. Nous continuons à croiser les regards et je donne la parole à Madame Gosset-Carbone. Bonjour à tous. Voilà. Je vais me présenter avec ma petite tribu assez rapidement. Donc, je m'appelle Virginie, j'ai 37 ans. Je suis maman solo de 4 enfants. Maëlys, 16 ans, Thaïs, 11 ans, Lenzo, 6 ans et Lizio, 4 ans. Sur 4 de mes enfants, il y en a 3 diagnostiqués TSA sans déficience intellectuelle, avec divers troubles associés. Donc, mon aîné Maëlys est TSA, multidys, avec troubles du langage oral et écrit, dyspraxique, troubles neurovisuels et repérage dans l'espace, un problème de repérage dans l'espace. Mon fils de 6 ans est TSA, TDAH et TOP, avec dyspraxie, troubles anxieux et automutilation. Et Lizio, mon petit dernier, de qui je vais parler principalement aujourd'hui, est TSA et a un trouble de l'oralité. Donc Lizio est scolarisé en UMA depuis septembre 2023. Et pour un peu comprendre, voilà, Lizio a été le premier des enfants diagnostiqués en janvier 2022 à 2 ans et 2 mois. On va refaire un peu l'histoire parce que ça va permettre, je pense, de comprendre pourquoi on en arrivait au diagnostic de l'autisme, qui pour moi était totalement inconnu avant qu'on m'en parle en fait, pour mon fils. Donc voilà, Lizio a 3 semaines de vie, il est hospitalisé car il respire très mal, il s'alimente quasiment pas, il n'arrive pas à garder ses biberons, il arrive à l'hôpital en détresse respiratoire. Donc suite à cela, il y a une hospitalisation d'1 semaine. Les médecins ne trouvent pas ce qu'il a, il sort, on voit un ostéopathe parce que voilà, ça ne va pas mieux. L'ostéopathe nous aide un petit peu, mais on nous laisse comme ça. Donc suite à cet épisode d'hospitalisation, il est malade constamment. Et dès ses premiers mois de vie, il est sous Kénérespi régulièrement et quasiment tous les mois. C'est un petit garçon très calme, qu'on n'entend quasiment pas et qui dort que très peu. Son endroit préféré, c'est le transat. On ne le touche pas, il est très bien, il vit sa vie comme ça. Voilà. En janvier 2000, il faut savoir qu'il est né au moment du Covid. Donc il a 3 mois quand le Covid apparaît et il n'y a pas d'interaction, c'est un petit garçon. Voilà. On fait notre vie avec lui et voilà. En janvier 2021, il a 14 mois environ, se pose la question de son alimentation. Il ne s'alimente que par biberon et que du lait. Pas de soupe, parce qu'il les vomit, ou il ne les accepte pas. La cuillère, il essaye, les petits morceaux, il s'étrangle avec. Et à ce moment-là, on parle bouche à oreille, on entend parler d'une orthophoniste. Donc, je prends rendez-vous avec cette orthophoniste pour comprendre un petit peu pourquoi il n'arrive pas à s'alimenter. Et là, très rapidement, elle diagnostique un trouble de l'oralité. Qu'est-ce que c'est? Voilà, moi je ne connaissais pas ce que c'était le trouble de l'oralité. C'est mon 4e enfant. On me lance ça. Voilà. Et on me laisse avec ça. Donc après, il y a une guidance parentale. On y travaille avec lui sur plusieurs mois. Donc ça, c'est en janvier 2021, il a 14 mois. Début juin 2021, on sort de tout ce qui est confinement. On voit un pédiatre pour ses problèmes respiratoires qu'il a depuis sa naissance. On attend dehors, sur le parking du pédiatre, parce qu'on n'a pas le droit de rentrer dans les salles d'attente. Il fait chaud et on est en plein soleil. Et c'est notre tour. On rentre chez le pédiatre et là, Lizio fait une crise dans le cabinet. Le pédiatre, pour qui on est pour ses problèmes respiratoires, nous dit « c'est pas normal ». Mais je venais pour ses problèmes respiratoires, je ne venais pas pour une crise. Donc finalement, il me dirige, donc je ne comprends pas pourquoi il me dit ça, il me dirige vers le CAMS. Le CAMS, qu'est-ce que c'est? Voilà, il ne me dit pas. J'appelle le CAMS. Oh, fort heureusement, il y a de la place. Dans les 15 jours, j'ai un rendez-vous. Donc on arrive à la fin juin 2021. Je vais voir le pédiatre du CAMS qui ne trouve rien de bien inquiétant par rapport à Lizio. Il ne parle pas. Il fait sa vie, mais il ne parle pas, mais elle ne trouve pas que c'est très inquiétant. Donc c'est tout. On ressort du CAMS sans trop de réponses à nos questions. L'été 2021 se passe, Lizio ne parle toujours pas, ou des fois, très rarement, il va répéter un mot qui va être dit comme ça, et qui va un peu surprendre, mais on en restera là. Cet été-là, l'orthophoniste qui le suit depuis ses 14 mois décide de mettre en place le baby-signe. Il n'accroche pas,
Donc nous, on avait appris le babysitting pour justement interagir avec lui, sauf que c'est un petit garçon qui comprenait tout ce qu'on lui disait, mais il ne parlait pas. En 2020, toujours en septembre 2021, il commence à aller à l'halte-garderie les après-midi, car mon congé parental arrive à son terme. Et pour l'habituer à se séparer de nous, de ses frères et sœurs, et qui s'habitue pour la future nourrice. Sauf que là, la directrice de la halte-garderie, très vite, me fait comprendre qu'il y a quelque chose de particulier chez Lizio. Elle me dit, faut pas rentrer dans sa bulle. Il aligne. Cela me choque pas parce qu'à la maison, il a une grande passion pour les casseroles. Il va me prendre mes casseroles qu'il aligne sur une table et il a tout le temps les mêmes gestes. Je dis, moi c'est tout, c'est un jeu. Et il aligne ses voitures. Et donc là, il y a quand même un déclic. Et elle me dit, il me fait penser à des troubles autistiques. Waouh, c'est nouveau, parce qu'on me parle d'autisme, le pédiatre m'en avait pas parlé, le CAMS m'en avait pas parlé. Il a 21 mois. Mais qu'est-ce que l'autisme finalement? Donc, je me renseigne un petit peu. Moi, je dois reprendre le travail au mois de novembre. Grâce à des connaissances, j'entends parler d'une psychomotricienne, métier que je ne connaissais pas non plus, pour faire un bilan. Donc, le bilan se fait à ses 2 ans, en novembre 2021. Et là, le bilan est évident, des suspicions de TSA, et Lizio a besoin d'un suivi et de séances régulières. C'est un choc, on apprend ça juste avant Noël. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, d'accord, il a des difficultés, il ne parle pas, mais moi j'avais mis ça sur le compte de ses problèmes respiratoires qu'il avait depuis la naissance. C'est un petit garçon qui évolue à son rythme. Donc, on prend ça par un professionnel, voilà. Par la professionnelle, je la remercie vraiment parce que c'est vraiment la première personne qui nous a mis le pied à l'étrier, qui nous a fait comprendre que voilà, il y avait quelque chose. S'ensuit en janvier 2022 un rendez-vous avec une psychiatre qui nous suit encore à ce jour, que je remercierai jamais assez parce qu'elle est là au quotidien pour nous aider, pour nous épauler. Et donc pour Lizio s'enchaîne très rapidement en début 2022 des bilans. Bilan sensoriel, le Bogdachina, bilan ergo, bilan ortho, bilan psychomote et le bilan neuropsy. Et là, il n'y a aucun doute, Lizio et TSA. Mais tous ces suivis ont eu lieu en libéral parce que quand j'ai reçu le mail en décembre pour m'annoncer qu'il y avait des troubles du spectre de l'autisme, on nous a parlé de la PADA. Pareil, que je ne connaissais pas. Et là, on nous dit Lizio sera diagnostiqué au printemps 2023. 1 an et demi d'attente. Il a 2 ans. Je fais quoi? J'attends. Donc là, s'ensuit les prises en charge avec les professionnels libéraux qui avaient fait les bilans de mon fils. Sauf que tout ça, ça a un coût. Parce que pour monter le dossier MDPH, il fallait ces fameux bilans. Donc pendant 6 mois, on a monté le dossier MDPH. Qui est psychologiquement très difficile. Pour un enfant de 2 ans, se dire on doit faire un bilan MDPH pour un enfant de 2 ans, c'est horrible en fait. Mais ceci a permis beaucoup de choses en fait. Ça a permis qu'il ait une place en UMA. Donc depuis septembre, comme je vous ai dit, il est scolarisé en UMA. Et on connaît aussi ses forces, que j'ai toujours su, mais aussi ses faiblesses, et on sait ce qui lui fait du mal. Donc la lumière, le bruit, le monde, tout ça lui fait du mal. Et on peut adapter notre vie autour de ça, parce que ce n'est pas forcément à lui de s'adapter à nous, mais nous sommes adaptés à lui. Et voilà, tous les professionnels qui nous entourent nous aident dans ce sens. On a cette chance d'habiter à la frontière belge, parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, je viens des Ardennes. Et le principal des suivis des enfants se fait en Belgique parce qu'ils ont été très réactifs et ont pu prendre en charge les enfants. Donc suite à cela, tout se met en place pour Lizio. On commence à bien comprendre comment il fonctionne. J'ai mon garçon de 6 ans qui, lui, s'agite énormément. Mais c'est un petit garçon, ils n'ont que 2 ans d'écart avec Lizio. Donc... voilà, est-ce qu'il n'a pas trouvé sa place? Est-ce que je vais voir le pédiatre qui m'avait
qui m'avait dit qu'il y avait un souci avec l'isio. Et il me dit, je pense à du TDAH, mais il faut attendre qu'il ait 6 ans. Sauf que là, à ce moment-là, il avait 4 ans. Donc, ça devenait très difficile pour lui aussi, le quotidien. Donc, on repart, un peu dépité quand même. Et là, s'ensuit des crises, de l'automutilation, des excès de violence importants. Et les professionnels en Belgique qui suivaient l'ISIO ont décidé de prendre en charge l'ENSO pour comprendre aussi, et là le bilan de neuropsy met en évidence qu'il est TDAH, certes, mais il est surtout TSA, avec associé un trouble TOP. C'est le deuxième diagnostic en 1 an de temps. C'est très compliqué à encaisser. Et l'été dernier, mon aîné de 15 ans, qui a bientôt 16 ans, qui vit normalement, qui a eu son brevet avec mention, fait un burn-out violent. Donc on ne comprend pas. La neuropsy, c'est pareil, elle demande à voir Maëlys parce qu'elle voit que ça ne va pas. Et là, voilà, il n'y a pas photo. Maëlys, c'était ça aussi en fait. Donc en 1 an et demi, 3 diagnostics d'enfants avec troubles du spectre de l'autisme à gérer toute seule et tous suivis en libéral. Parce qu'on n'est pas rentré dans les structures, parce que les listes d'attente étaient trop longues et il fallait maintenant faire quelque chose parce qu'on avait déjà trop attendu pour l'Enzo et puis pour Maëlys en fait. Donc voilà. Après, on a eu le soutien d'associations dans les Ardennes, EPAGE, Ardennes Asperger, le GEM, des personnes aussi, on a eu aussi l'association Résilience qui a fermé. Moi, je me suis formée à l'ABA, en Belgique, on a eu des formations sur la sensorialité, sur l'oralité, et j'ai fait la formation du CRA aussi sur les aidants, en fait. Donc voilà, un petit peu pour le parcours de l'ISIO. Ce qui est compliqué, c'est qu'ils ne sont pas déficients intellectuels. Et du coup, c'est difficile de faire comprendre aux professionnels, médecins, peu importe la spécialité, qu'il y a quelque chose. Parce que c'est des enfants qui peuvent regarder dans les yeux, mais qui fuient le regard et qui ne supportent pas l'attente, la frustration. Et ça, c'est difficile de le faire entendre encore tous les jours, malgré la reconnaissance de la MDPH, malgré voilà, tout. C'est un combat au quotidien et ça sera un combat pour toujours. Mais le fait de savoir, ça permet d'avancer. Tout le monde commence à retrouver un équilibre. Et en fait, c'est que du positif finalement. Merci Madame Gosset pour la sincérité de votre témoignage. Bien, vous avez donc d'ores et déjà compris qu'on a vraiment cherché à croiser les regards, à mettre en avant la grande diversité des situations familiales qu'on rencontre. On termine avec un dernier témoignage vidéo, lui aussi, d'Hélène. Madame Belcave. Bonjour, je m'appelle Hélène, j'ai 49 ans et je vis près de Reims avec mon mari et mon fils. Je suis professeure d'anglais, je travaille dans l'enseignement supérieur et je vais vous présenter en quelques minutes mon parcours diagnostique, un parcours qui a conduit il y a 2 ans au diagnostic d'un TSA léger, ce qu'on appelait dans le DSM précédent le syndrome d'Asperger. Je me suis toujours sentie en décalage par rapport aux autres dans mes relations familiales, amicales, affectives, professionnelles. Parce que ce qui semblait instinctif et facile pour les autres me semblait à moi obscur et laborieux. Mais j'ai toujours voulu y arriver, être comme les autres, donc j'ai beaucoup appris en lisant, en observant, en imitant, et surtout j'ai beaucoup masqué. Mais bon, le masking et le camouflage, c'est une autre histoire. Oui, l'autisme, j'ai commencé à y penser pendant la toute petite enfance de mon fils. C'est à cette époque que les premiers questionnements sont arrivés, et que j'ai commencé à me documenter et à lire sur ce sujet. Et bien sûr, c'est l'histoire classique, en cherchant à comprendre mon fils,
c'est moi que j'ai trouvé. Je me suis confiée à des psychologues et des psychiatres à plein de reprises dans ma vie d'adulte parce que, comme beaucoup d'autistes, j'ai un passé et un présent ponctué d'anxiété, de dépression, de burn-out. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, j'avais bien identifié le CRA, le Centre de ressources autisme, comme centre de diagnostic. Et il y a une dizaine d'années encore, il fallait le courrier d'un médecin pour y accéder. Donc, pour mettre toutes les chances de mon côté, je me suis adressée à un psychiatre spécialiste de l'autisme sur Reims. Il m'a tout de suite dit qu'il était surpris de voir de plus en plus de personnes venir le voir parce qu'elles pensaient être autistes et qu'il ne comprenait pas pourquoi. Et au deuxième rendez-vous, il a fini par me dire mais si vous voulez que je vous dise que vous êtes Asperger parce que ça va vous aider à vous sentir mieux, pas de problème, je peux vous le dire. Donc autant dire que je suis repartie évidemment sans mon courrier pour le CRA, mais surtout que j'ai mis des mois à me remettre de ces rendez-vous, où on m'avait certes un peu écouté, mais pas entendu. 1 ou 2 ans plus tard, la psychologue que je voyais à l'époque m'a dit qu'elle allait se renseigner, se documenter auprès de collègues à elle qui connaissaient mieux l'autisme. Mais finalement, elle n'a jamais donné suite ni exploré cette piste avec moi. Écouté, mais pas entendu. Encore quelques années plus tard, une autre psychologue m'a dit que c'était pas là forcément nécessaire de mettre des gens dans des cases, qu'on était comme on était. Et qu'elle avait par ailleurs travaillé avec des enfants autistes très longtemps. Alors est-ce que ça voulait dire moi je sais ce que c'est que l'autisme et vous n'en avez pas les manifestations? Ben, je ne sais pas. Et là encore, écouter, mais pas entendu. Donc mes lectures et mes ressentis me poussaient à faire cet autodiagnostic, mais je ne me sentais pas légitime d'en parler. Il y avait cette espèce de certitude en moi, cette évidence, mais ça ne suffisait pas pour que je me sente en paix et que je sois reconnue dans mes difficultés. Jusqu'au jour où une de mes collègues m'a confié qu'elle était en fin de parcours diagnostic pour un TSA. Et là, je me suis dit, mais pour elle non plus, ça ne se voit pas, et pourtant on a beaucoup de difficultés en commun. Et là, il y a eu comme une urgence à relancer la machine, comme si l'espoir d'être entendue revenait. Je me suis dit, si on l'a entendue et reconnue elle, pourquoi pas moi? Et donc après de nouvelles recherches sur Internet, je suis tombée sur une association nationale qui travaillait dans chaque grande région avec des psychologues pour aider les familles et les adultes à établir des diagnostics. Il n'y avait rien sur Reims, alors je suis allée en région parisienne et j'ai eu un rendez-vous en à peine 3 semaines. La psychologue qui m'a accueillie m'a tout de suite indiqué que, étant donné mon âge et mon profil féminin, ce serait pas facile de repérer l'autisme. Mais en plus des questionnaires et des tests, elle m'a demandé de partager le plus souvent possible par email les manifestations et les difficultés que je rencontrais. Et ça a duré tout au long des semaines du diagnostic. Et je pense que ça l'a beaucoup aidé vraiment à comprendre mon fonctionnement quotidien. Peut-être plus que certains questionnaires qui, de mon point de vue, sont pas vraiment adaptés au phénotype féminin. Donc, s'il y a des médecins et des chercheurs qui regardent un jour cette vidéo, s'il vous plaît, faites évoluer les choses. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Et maintenant, je dirais que le diagnostic n'est pas une baguette magique qui résout tous les problèmes. C'est une clé qui ouvre des portes vers un réseau associatif, par exemple, où on peut s'entraider, faire des rencontres. Et pour moi, ça a été en plus beaucoup d'émotions d'être enfin entendue et reconnue, une forme de soulagement, une légitimité pour en parler à quelques proches, et notamment à mon mari. C'est plus moi qui le disais, c'était la science. Mais pour moi, le diagnostic, c'est certainement pas le bout du chemin. Je trouve qu'il manque énormément d'accompagnement médico-social pour les adultes avec TSA qui sont comme moi, qui sont bien insérés socialement, professionnellement, mais
pour lesquels les retentissements et les souffrances sont bel et bien présents. On n'a pas forcément l'air d'avoir besoin d'aide et de soutien, mais pourtant c'est le cas. Mais bon, l'après-diagnostic, c'est encore une autre histoire. Voilà, si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, je vous dis merci. Merci de m'avoir écouté, peut-être entendu. Et j'espère que ces quelques minutes de témoignage serviront à éclairer la route d'autres autistes, d'autres familles, et montreront surtout qu'il y a plein d'autres thèmes à aborder et d'autres histoires à raconter. Voilà les messages clés qu'on voulait vous livrer en complément de l'ouverture du Dr Saunier et d'Agnès Gerbeau. Pour des questions de timing, je ne vais pas encore donner la parole à la salle. On vous a proposé une journée très dense. Comme toujours, on a voulu s'autoréguler. Comme toujours, on a presque réussi. Presque. Mais vous inquiétez pas, on a vraiment prévu dans la journée de refléter vos préoccupations et puis que vous puissiez prendre la parole. En attendant, je voudrais vraiment qu'on remercie très chaleureusement nos deux mamans en particulier, plus largement les témoins.